La sensibilité du monde rural et la vulnérabilité de la population confrontée à de multiples maux appellent une synergie d'action pour la modernisation et la durabilité de l'agriculture. Les organisations de banques agricoles du monde ont conjugué leurs efforts pour faire face aux défis. Dakar a abrité le 5e congrès et le directeur général de la CNCAS revient sur le thème. Le thème du congrès, c'est la contribution des filières agricoles et agroalimentaires au développement durable. Quel rôle pour la finance agricole et rurale? C'est un thème que nous avons arrêté avec les présidents et secrétaires généraux des différentes associations africaines parce que nous avons voulu avoir un thème qui intéresse tous les continents, qui est une problématique globale. Et ce thème a été décliné en 5 tables rondes et chaque table ronde va approfondir justement avec des panélistes les questions qui sont posées. Par exemple, le premier panel est consacré au Sénégal, pays hôte, et on va discuter des défis actuels et futurs des filières agricoles et alimentaires au Sénégal. Le deuxième thème va parler de l'Afrique, du continent africain, des enjeux démographiques et des questions de sécurité alimentaire, d'alimentation des populations africaines. Et le troisième thème va revenir sur le devenir de l'agriculture familiale, qui est importante et dont il faut se préoccuper durablement et fort justement. Et nous avons un thème sur les innovations et l'utilisation de nouvelles technologies dans la finance agricole et rurale pour renforcer tout ce qu'on appelle l'inclusion financière dans le secteur agricole. Nous avons aussi un thème sur les outils, disons, de gestion du risque agricole. Voilà les thèmes dont nous allons discuter pendant 2 jours avec des experts qui sont les meilleurs dans le domaine. Créé il y a bientôt 2 décennies, ce réseau mondial des banques agricoles est structuré en associations dans les 5 continents, Africa, Sika, Apraka, Nenraka et Alidé. Et quelle que soit la diversité ethnique, linguistique et d'approche, il y a un dénominateur commun, le développement, la modernisation et la durabilité de l'agriculture, base de la croissance dans tous les pays au monde. La première table ronde de notre congrès est consacrée au Sénégal, pays hôte, pour traiter du thème défis actuels et futurs des filières agricoles et agroalimentaires. C'est l'occasion pour nous de passer en revue les nombreuses réalisations obtenues grâce à la pertinence de la politique du chef de l'État de faire de notre agriculture un des piliers clés de transformation structurelle de notre économie en vue d'une croissance forte, inclusive et durable. Grâce aux différentes politiques sectorielles mises en œuvre, nous assistons à une transformation en profondeur de tous nos systèmes de production agricole. Les mesures de soutien à la production, à la commercialisation, les soutiens au financement, à la transformation sont importantes et appréciées par les acteurs de toutes les chaînes de valeur agricoles, des productions végétales comme des productions animales. La CNCAS, leader dans le financement de l'agriculture, est bien placée pour en attester. En effet, nous avons noué avec les acteurs du secteur un dialogue et un partenariat de qualité qui se développe et s'amplifie jour après jour dans le domaine du financement agricole rural. Au regard des performances obtenues par notre pays en termes d'accroissement substantiel des productions céréalières et notamment du riz, des productions horticoles, de la pomme de terre, de l'oignon et j'en passe, nous sommes convaincus des perspectives prometteuses à court, moyen et long terme de notre agriculture. Ce n'est pas une surprise si nous nous retrouvons aujourd'hui ici à Dakar, car dans ce pays sont mis en œuvre des efforts sans précédent pour développer l'agriculture, atteindre l'autosuffisance alimentaire, faire reculer la pauvreté et donner un avenir meilleur aux populations rurales. Bravo au Sénégal pour ce qu'il fait afin de contribuer à construire un monde meilleur et durable. C'est la seconde fois que nous répondons à l'invitation de l'AFRACA. Ces assises de financement, la première édition avait lieu à Addis Abeba en Éthiopie en 2005. Nous étions réunis ensuite à Bangkok, à Marrakech et à Paris il y a 3 ans. Ce 5e congrès mondial, ici à Dakar, présente des enjeux sans précédent.
Il est consacré à la contribution des filières agricoles au développement d'une agriculture durable et, dans ce cadre, au rôle qui doit être celui de la finance agricole et rurale. Ce sont des sujets majeurs qui s'inscrivent dans les grands défis et les grands débats de notre temps. Je vous rappelle que les Nations Unies ont clôturé en 2015 les objectifs du Millénium pour le développement ainsi que des objectifs du Sommet mondial de l'alimentation. Des progrès considérables ont été accomplis grâce à ces programmes, ces grands programmes de la communauté internationale, et c'est dans ce contexte que s'étaient tenues nos assises précédentes. Cette année, et sans doute lors des prochaines assises, nos travaux se dérouleront dans le cadre des objectifs du développement durable récemment fixés par les Nations Unies. Ces 17 objectifs mondiaux visent à lutter contre la pauvreté et les inégalités et à faire face au changement climatique d'ici à 2030. Ils s'inscrivent dans la même ligne et la même logique que la COP 21 et la COP 22, celle qui vient de se terminer il y a quelques jours à Marrakech. Ces objectifs ne s'imposent pas seulement aux États et aux instances publiques de développement, dont plusieurs sont représentés ici et je les remercie. Ils s'imposent aussi à toutes les institutions privées dont c'est la mission et en particulier à nos banques et nos institutions financières. Plusieurs millions d'individus souffrent de la faim et de la malnutrition dans le monde. À cela s'ajoutent d'autres fléaux sous-entendus, les maladies et la déperdition scolaire. Dès lors, il faut booster la production des différentes filières à travers l'amélioration de la finance agricole et rurale. Des assises mondiales des banques agricoles placées sous le parrainage du chef de l'État Macky Sall qui est déterminé à renverser cette tendance au Sénégal. Je voudrais dire que fort heureusement, ici au Sénégal, la conception de l'agriculture sur la base de la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président du Sénégal, déclinée dans le plan Sénégal émergent, commence par un engagement au plus haut niveau. En fait, le chef de l'État du Sénégal considère l'agriculture comme une priorité, comme moteur du développement économique et social. Et dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, il est dit qu'en tout cas, son ambition, c'est de nourrir au mieux et durablement la population sénégalaise sur une base endogène. Deuxièmement, de tirer profit des avantages du commerce international. Troisièmement, de sécuriser et d'augmenter les revenus des ruraux. De procurer des emplois agricoles et non agricoles. Et enfin, d'améliorer l'état nutritionnel des populations. C'est donc dire qu'au Sénégal, nous avons une boussole qui nous permet de définir des stratégies, en tout cas pour mettre en œuvre cette vision. C'est ce qu'a fait le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal, Dr Abdoulaye Seck, dans la conception du PRACAS, Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. PRACAS qui a été élaboré de manière participative avec l'ensemble des acteurs agricoles. PRACAS qui a été partagé au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international, qui a reçu le quitus de sa crédibilité scientifique au-delà de sa pertinence, parce que découlant d'une identification de la demande, de la mise en œuvre de la vision pertinente que je viens en tout cas de vous dire. Le PRACAS, pour le résumer, il est bâti sur 4 filières prioritaires stratégiques. Première filière, c'est le riz. Deuxième filière, c'est l'oignon. Troisième filière, les fruits et légumes de contre-saison. Et quatrième filière prioritaire, c'est l'arachide. Pour le riz, il est visé, le directeur général de la SAID y reviendra, d'obtenir l'autosuffisance en 2017 avec une production en riz paddy de 1 600 000 tonnes. Pour l'oignon, il est visé dans le PRACAS d'avoir l'autosuffisance en 2016 avec une production annuelle de 350 000 tonnes. Pour les fruits et légumes de contre-saison pour lesquels le Sénégal regorge de potentialités, nous visons un objectif d'exporter en 2017 157 000 tonnes de fruits et légumes de contre-saison. Et pour l'arachide, un produit bien de chez nous, il était visé pour 2017 d'avoir une production annuelle de 1 million de tonnes
est d'avoir un objectif d'exporter 100 à 150 000 tonnes d'arachide sur le marché international. Et là aussi, dans la mise en œuvre du PRACAS, pour traduire la vision de l'axe 1 du plan Sénégal émergent, toutes les stratégies sont bâties selon une approche scientifique, une approche cartésienne, c'est-à-dire une approche méthodique et rationnelle. Sachez tout simplement que son Excellence, le président de la République, Macky Sall, a engagé notre pays dans un pari très difficile, mais réaliste et réalisable. Il s'agit d'assurer notre autosuffisance risicole, c'est-à-dire le Sénégal qui nourrit le Sénégal, sur la première matière première de sa consommation, qui est le riz. Pour ce faire, des réflexions ont été menées partout au Sénégal avec l'ensemble des acteurs de la filière riz et ont débouché sur des ruptures fondamentales auprès pour parvenir effectivement aux résultats escomptés. Le PRACAS, aujourd'hui, allez-y dans la vallée du fleuve Sénégal. Je crois que c'est l'une des zones où véritablement qui méritait les félicitations du ministre de l'Agriculture et du climat rural pour avoir épousé, s'approprier vraiment de ce concept. Vous n'entendez pas un autre mot que PRACAS et PNAR. En 2012, plus de 57% des aménagements hydro-agricoles de la vallée du Sénégal ne pouvaient pas être mis en valeur à cause de leur vétusté. Et en 2014, à la reprise de l'UPNAR, il était question effectivement de reprendre tous ces aménagements. Aujourd'hui, pour anticiper sur les résultats, nous sommes aujourd'hui à plus de 37 000 hectares réhabilités et plus de 10 000, presque 12 000 hectares créés en extension. Donc, il fallait donc la maintenance des aménagements et des axes hydrauliques. Et pour ce qui est des mesures incitatives, la première mesure incitative prise par les autorités, c'est l'annuler les dettes paysannes. Le nouveau régime a trouvé un monde rural super endetté et un monde rural à qui on demande de produire ce que les Sénégalais mangent et qui en conditions irriguées et qui ne pouvait plus accéder au crédit agricole. Il fallait faire le choix, soit renoncer à cet objectif ou bien essayer de leur permettre d'accéder au crédit agricole. Le chef de l'État a choisi l'autre voie, qui est d'annuler les dettes paysannes pour leur permettre d'être en mesure de renouer de nouvelles relations avec les banques, notamment la CNTS. Au Sénégal, la Caisse nationale de crédit agricole accompagne les producteurs dans toutes les filières, notamment celles ciblées par le plan Sénégal émergent, à la satisfaction des plus hautes autorités de l'État. La révélation est du ministre de l'Économie et des Finances qui avait à ses côtés le ministre de l'Élevage et de la Production animale lors de la cérémonie d'ouverture. On se rend compte qu'il y a encore des problèmes pour le financement de l'agriculture, pour le financement de l'élevage, pour le financement du monde rural en général. Et aujourd'hui, je pense que les agriculteurs, les exploitants au niveau des familles doivent être pris en compte dans toutes les politiques, quelle que soit l'ampleur des financements qui sont là. Nous nous sommes rendus compte que les financements qui étaient donnés ne donnaient pas suffisamment, n'offraient pas suffisamment de temps ni d'opportunités aux éleveurs pour pouvoir faire des productions vraiment rentables, pour pouvoir faire des activités qui puissent leur permettre de rentrer dans leur fonds et même d'augmenter la productivité de leur cheptel en général. Le chef de l'État a montré son engagement à disposer d'outils de financement forts et viables, malgré les risques inhérents à nos systèmes de production. Par ailleurs, l'environnement de la commercialisation des produits agricoles est en constante amélioration pour garantir des revenus suffisants aux acteurs des différentes chaînes de valeur agricole. À cet égard, l'État du Sénégal s'est engagé de façon résolue aux côtés de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal par la mise en place d'un dispositif de sécurisation du crédit rural articulé autour du fonds de bonification, de garantie et de calamité. De plus, les autorités ont permis la mise en place d'une compagnie nationale d'assurance agricole pour promouvoir les outils innovants pouvant renforcer la résilience de notre système de production. Au cours des travaux, environ 30 panélistes ont passé au crible les difficultés de la finance rurale et agricole, la complainte des producteurs. Le gouvernement québécois ne fait aucune subvention à l'agriculture. Elle a un budget pour la recherche-développement, elle a un budget opérationnel pour certains des outils dont je vous ai parlé, mais il n'y a pas de subvention directe à l'agriculture. Et ce qui fait aussi que l'agriculture au Québec est à 95% de l'agriculture familiale.
et les familles québécoises détiennent 85% des terres qu'elles exploitent. Et les grands défis chez nous maintenant, aujourd'hui, comme vous pouvez penser, on est une société mature donc les grands défis chez nous, c'est des défis démographiques. On est une population relativement stable, donc, et les marchés sont approvisionnés à 100%. Donc, la croissance est faible pour les productions agricoles. Nos vecteurs de croissance, c'est la réduction de l'importation des légumes. Donc, nous construisons de plus en plus de serres pour faire l'exploitation de production de légumes. L'autre grand défi qu'on a aussi, c'est la valeur des actifs. Vous pouvez penser avec tout ce filet de sécurité qu'il y a autour des producteurs, la valeur des actifs est en croissance phénoménale, que ce soit le prix des terres, le prix des quotas. Ça rend de plus en plus difficile le transfert des fermes d'une génération à l'autre. La main-d'œuvre agricole au Québec, au Canada et au Québec aussi, c'est un grand problème à cause de la démographie, à cause du désintéressement de la nouvelle génération dans les métiers traditionnels agricoles. On a des enjeux majeurs de main-d'œuvre agricole. On fait venir des travailleurs étrangers, principalement de l'Amérique du Sud. Il y a aussi le défi qu'on vit ces années-ci, c'est le désintéressement du gouvernement. C'est-à-dire, ils nous disent tout bonnement, on vous a donné des outils, ça va bien chez vous, donc on va mettre les fonds en éducation, en santé, parce que les besoins sont plus importants de ce côté-là. Et je vous dirais, le dernier chez nous, c'est les pressions sociales que d'autres pays développés vivent, c'est-à-dire les préférences des consommateurs, le bien-être animal, les questions environnementales. C'est les grands défis auxquels nous avons à faire face. Je vais donner un exemple très concret. L'Afrique importe beaucoup de produits finis. L'Afrique demain peut parfaitement transformer beaucoup de matières premières agricoles de son propre territoire pour les consommateurs africains. Ça suppose qu'on y mette un certain nombre de moyens, un certain nombre d'organisations. Moi, je plaide notamment pour l'organisation des filières, l'organisation des producteurs. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Et puis, il faut faire aussi que dans les accords internationaux, qui est un sujet très sensible ici, on n'ait pas cette tendance à vouloir aussi, à travers l'Organisation mondiale du commerce, à banaliser toutes les agricultures et à faire en sorte qu'il y ait une moitié du monde qui nourrisse l'autre moitié. Ça ne tient plus, ça n'est plus le schéma sur lequel nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut au contraire privilégier les agricultures au sens régional du terme et développer des coopérations, bien sûr, entre toutes ces agricultures. Et vous avez une interpellation pour les banques ? Alors pour les banques, je crois qu'il faut d'abord qu'elles comprennent qu'on ne finance pas un agriculteur comme on finance un autre type d'entreprise. On a beaucoup d'aléas en agriculture, des aléas climatiques, des aléas sanitaires, des aléas de marché, et donc il faut offrir une certaine protection à l'agriculteur. Mais au-delà de ça, je crois qu'au contraire, il faut aujourd'hui privilégier du microcrédit, il faut privilégier l'accès à des communautés villageoises de s'organiser pour acheter leurs semences, acheter leurs engrais, permettre justement un certain nombre d'autonomies avec des petites transformations locales. Ça, c'est un sujet important. On nous a traités d'archaïques, d'incapables d'utiliser les technologies, etc. Alors que, s'il pleut très bien, nous faisons de la surproduction qui ne se vend pas. S'il pleut un peu, on nous dit vous n'avez pas beaucoup produit, on ouvre les marchés. Donc la politique agricole est fondamentale pour pouvoir faire en sorte que les choses soient prises ensemble. Alors les subventions souvent qu'on donne pour la production, c'est pour atténuer les coûts afin que les consommateurs de chez nous qui sont des pauvres puissent payer les produits. Alors la difficulté qu'on a eue depuis les ajustements structurels, c'est qu'on a favorisé l'importation de produits à bas prix parce que la surproduction de l'extérieur a fait que les stocks étaient très importants. Donc avec ce système, on a découragé la production chez nous parce que notre prix est plus cher que le prix importé. Et deuxièmement, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de mécanismes de transformation. Donc ce sont ces questions qui ont amené l'intérêt de beaucoup de gens à dire qu'il faut qu'on transforme. Par exemple, les organisations paysannes du Sénégal, de Côte d'Ivoire et d'autres pays se sont battus avec le gouvernement pour dire qu'il faut quand même que quand on a des oignons, on arrête un peu l'importation des oignons. C'est en train d'arriver vers la pomme de terre. Donc il y a beaucoup de choses, si on le fait, on permet de développer notre agriculture. Une banque n'est pas un organisme de bienfaisance.
C'est pourquoi sa clientèle et les produits ciblés préoccupent les banquiers. Lorsqu'on est banquier agricole dans une agence, quel est le premier risque auquel on est confronté? D'abord, c'est la clientèle rurale. Le banquier, il a des clients. C'est ça son fonds de commerce. Et cette clientèle rurale est caractérisée par, est très fortement dispersée dans l'espace, parce qu'on a plusieurs villages, on a plusieurs exploitations agricoles composant cela. Avec souvent un faible taux de revenus, pour un banquier agricole, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Le banquier agricole ne cherche la sécurité de remboursement de son crédit que dans la contrepartie. Et cette contrepartie n'est autre que la production. Et lorsque cette production est détruite par des aléas, tout de suite le banquier se trouve sans contrepartie. Le système comprend 3 catégories de mécanismes de gestion des risques. On a les assurances récoltes, qui sont soit collectives ou individuelles. Quand on parle de collectif, c'est une assurance de zone homogène de production, où on a les systèmes individuels où chaque producteur est assuré. Et la deuxième catégorie se trouve à une assurance stabilisation du revenu ou protection du revenu, où là, on assure finalement un coût de production. On s'assure que si le prix de marché est en deçà du coût de production, il y a compensation pour les producteurs assurés. Il s'agit d'un programme collectif. Et il y a certains programmes individuels qui sont conjointement offerts avec le Canada et le Québec et la province, où là, on incite les producteurs, c'est au niveau revenu global, pas seulement pour une production, mais revenu global du producteur, où si son revenu est plus bas d'un certain pourcentage par rapport à une marge de référence, il y a intervention du programme. Et il y a aussi des programmes, toujours là conjoints avec le Canada, où on incite le producteur à épargner. Et il y a un match qui se fait par les gouvernements pour ajouter un certain montant à ce que le producteur a mis dans son compte d'épargne. Et la troisième catégorie, c'est du financement, mais du financement surtout sous forme de garantie de prêt. Donc, le producteur peut obtenir un certificat de garantie et se présenter à l'institution financière. Le prêt étant garanti, l'institution financière peut se permettre de prêter à un taux d'intérêt moindre. À la fin des travaux, les associations organisatrices, Afraka, Sika, Apraka, Nenaraka et Alidé ont analysé les conclusions des travaux du Congrès et rendu hommage à la CNCAS et les autorités sénégalaises. La finalité, évidemment, c'est de nourrir la population mondiale, de créer des richesses. Dans ce contexte difficile de démographie galopante et d'urbanisation, avec une jeunesse qui est vraiment impatiente, et avec tout le potentiel que nous avons, je crois que nous pouvons y arriver. Et enfin, une touche particulière pour le renforcement des capacités et rappeler le certificat professionnel du financement agricole de l'Afraka. Je crois que c'est très important. On a vu un gap énorme avec cette question de faiblesse des capacités à tous les niveaux. Et aussi le fonds agricole de l'Afraka pour financer les petites et moyennes entreprises. Et nous saluons tous ici la grande politique de développement agricole lancée par le président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cette politique commence déjà à porter ses fruits de manière spectaculaire. Tous ceux qui, ici, ont pu se rendre dans la vallée du fleuve Sénégal avant ses assises ont été impressionnés par les progrès réalisés depuis un an. Merci encore au président de nous avoir manifesté son soutien, en particulier en demandant au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Amadou Ba, de venir prononcer l'allocution d'ouverture. Je suis très satisfait de ce que nous avons pu faire en 2 jours. C'est vrai qu'on y travaille depuis 1 an et demi. Ce n'était pas évident au départ. Nous sommes beaucoup investis avec les secrétaires généraux des différentes associations. C'est le lieu pour moi de les remercier. Nous avons fait 2 comités directeurs à Dakar, un comité directeur à Kigali en marge du forum organisé par l'Afraka sur les échanges de bonnes pratiques. Et nous-mêmes, au niveau de la caisse, puisque nous devions accueillir,
j'ai mobilisé mes équipes pour véritablement que nous puissions être à la hauteur parce que nous attendions effectivement une forte présence de 250 à 300 délégués venant du monde entier. Ce n'était pas une chose facile, mais nous avons pu, avec l'appui des autorités, je crois, relever le défi et c'est lié de les remercier. L'Inde abritera dans 3 ans, en 2019, le 6e congrès mondial et une soirée de gala au cours de laquelle des distinctions ont été décernées a mis fin aux assises de Dakar.